Podcast Échec Avant, en collaboration avec Gestion Arvika Inc., McDonald's, Bull Nutrition, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Spark Energy Drink, Cadence Virtuelle, GMT Collection, All Star Cup, Sliders Keepers, La Voûte Sportive, Deck pour qui s'abreuvoit, Focus, Gardien de but. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Podcast Échec avant, édition du 19 février 2026. C'est parti! C'est l'échec avant où le sport s'anime, des débats passionnés, des moments sublimes, du hockey, de la NHL, au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Les frappes de la MLB au but ambitieux, la MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre Échec Avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, une première en 2026, enfin la première épisode. On est très très heureux d'être là. Et je dis on est très très heureux d'être là parce que, eh oui, il est avec nous, notre fidèle collaborateur Cédric. Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, j'aurais dû dire la voix mielleuse de votre Échec Avant, Cédric. Premier épisode de 2026, finalement. Beaucoup de turbulences. Beaucoup... Non, c'est... Tu sais, pour vous donner un petit bref... une petite bref mise à jour, là. Janvier a parti avec l'influenza, ici, à la maison. Ça a été le calvaire pendant 2-3 semaines. Puis après ça, ben là, les horaires ont fait en sorte que ça fonctionnait juste pas. Puis là, ben c'est un matin qu'on s'est dit, là, c'est à soir que ça se passe. Il n'y a rien qui va nous arrêter. S'il y en a un qui a le flux, il ira après le show. Là, c'est à soir que ça se passe. Finalement, 19 février 2026. On a 3 sujets pour vous ce soir. Et oui, on va prendre un bref 10-15 minutes pour revenir sur le Super Bowl entre les Pats et les Seahawks qui avait lieu le 8 février dernier. Ensuite, on se transporte dans le hockey. On va revenir sur le Canadien, sur la pause olympique, ce à quoi on s'attend pour la suite, et on va se pencher vers les Olympiques qui ont lieu actuellement. On va parler là surtout du hockey masculin et de l'élimination crève-cœur, là. En fait, de la défaite crève-cœur du Canada niveau féminin contre les États-Unis plus tôt aujourd'hui. Je l'ai dit, on va revenir pour le Super Bowl, mais juste avant, comme à l'habitude, prochain tournoi de l'édition All-Star Cup. Et oui, c'est le 11 avril prochain. Toujours au complexe HBLL de Laval, c'est 3 parties assurées. Un maximum de 9 joueurs plus un gardien. Vous pouvez jouer à 8 plus 1, à 9 plus 1, c'est le maximum. 585$ par équipe. Inscription allstarcup.ca. Beaucoup de partenaires sur place, dont Spark Energy, l'Échec Avant, Physio Extra, Bourassa Alimentation pour les fruits sur place, fier commanditaire LDK et NBHPA. Donc, il y a 4 catégories entre 7h et 18h. Et de 15h, il y a 4 autres catégories qui vont se mettre de la partie jusqu'aux petites heures du matin. Donc, plus de 10 000$ en bourse, Oudi aux gagnants. Donc, voilà pour le tournoi All-Star Cup. Et la fière boisson de l'Échec Avant et fière boisson des éditions All-Star Cup et l'Échec Avant sur place. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est les boissons Spark Energy. Donc, si vous avez besoin d'un boost, eh bien, c'est simple. Rendez-vous au Shop Santé. Rendez-vous dans les IGA près de chez vous. Spark Energy Drink, c'est la boisson pour vous. Boisson avec caféine, boisson sans caféine.
simple électrolyte, style comme un Gatorade, avec une légère dose de taurine, juste pour vous donner une petite activation supplémentaire. Donc, la boisson d'échec avant, c'est Spark Energy Drink. Cédric, le Super Bowl opposait les Seahawks de Seattle aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Juste avant, les matchs de conférence opposaient les Pats aux Broncos et les Rams aux Seahawks. Seahawks-Rams, ça a été tout un match du début à la fin entre Matthew Stafford et Sam Darnold. Aucun point au quatrième quart. Ça a été tout un match. On a tout donné. De l'autre côté, quel match atroce entre Stidham et Drake May. Et moi, je vais te poser une question d'entrée de jeu. Parce que bon, j'enlèverai rien à Drake May aux Pats. On s'est rendu jusqu'au bout. On va leur donner. Mais si Bo Nix avait été de la partie, est-ce que les Pats seraient passés, à ton avis? Je suis 100% d'accord. Oh, on nous dit que le son fonctionne pas. Bon, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? On t'entend, mais on t'entend pas fort. Bon. On va monter le son. Je vais monter ton micro. On t'entendait, mais on t'entendait bas. Fait que je vais garder mon son. Je vais garder mon son sur mon téléphone là, d'ouvert. Avant de se rendre au Super Bowl. Ouais, le mien fonctionne, ça je peux te le dire. Avant de se rendre là, au match ultime, si j'avais à te demander, parmi toutes les éliminations qu'il y a eu, quelle a été ta plus grande déception? Les Eagles, je pense que c'est la réponse qui me vient rapidement. C'est sûr que là, c'était contre les 49ers, si je me souviens bien. Les séries commencent à être un petit peu loin dans ma tête. Ouais. Mais on s'est incliné vraiment très tôt pour étant les champions en titre du Super Bowl. Je pense que c'était un peu une déception de ce côté-là. Si on va même avant les séries, j'ai été un peu déçu de voir les Colts manquer les séries là, en fin de saison finalement. Mais pour ce qui est des éliminations vraiment dans les séries, là, je pense que les Eagles, en tout cas je pensais voir les Eagles se rendre, si c'est pas en finale de conférence, au moins passer une ronde. Donc j'ai été assez surpris de les voir s'incliner très tôt comme ça. C'était le seul, si je me trompe pas, là, dans la première semaine de série, c'était le seul upset là, où une équipe plus basse au classement a passé par-dessus une équipe plus haute. Donc je pense que c'est ma seule vraie surprise. Je dirais que le reste des séries s'est déroulé environ comme on aurait pu le penser. À part peut-être les Bills aussi là, contre les Broncos. Mais il faut dire qu'on a eu des drôles de décisions dans ce match-là, puis ça a été un peu compliqué. Donc les Eagles tôt en série, puis les Bills par la suite, mais sinon je pense que ça s'est déroulé là, relativement comme on le pensait. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le son là, est correct. Je viens d'entendre, là, tout est bon. Donc on peut entendre correctement la voix mielleuse de notre échec avant. De mon côté, écoute, je suis d'accord avec toi, les Eagles, ça fait partie d'une des déceptions assurément, mais j'ai envie de dire qu'en même temps, c'est pas tant surprenant parce que les Eagles ont eu une saison, entre guillemets, en dents de scie. La balance a toujours penché, on dirait, à toutes les semaines
d'une manière différente. On perdait un match pas supposé, on gagnait un match moyennement convaincant. On dirait que ça a été des performances coup-ci, coup-ça tout au long de la saison. Puis là, t'arrives contre une équipe qui a eu un vent complètement différent dans la deuxième moitié de saison. On finit quoi? 12-4 les 49ers cette saison? Quelque chose comme ça. Ça a été une fin de saison rocambolesque malgré toutes les blessures auxquelles on a fait face. On a perdu Purdy à 2-3 reprises. On a perdu Christian McCaffrey à 2-3 reprises également. Là, on arrive en série contre les gagnants du Super Bowl de la saison d'avant. Puis, on les sort avec une poussée de 13 points au 4e quart. Honnêtement, j'ai été assez surpris. De mon côté, ma déception, je pense que tu ne seras pas surpris, c'est les Bills de Buffalo. À quel point j'ai mangé mes bas tout au long de ce match-là. Benoît, que tu connais, était chez nous lors de cette soirée-là. Puis écoute, un mélange à gâteau qui prenait 5 minutes à faire m'a pris une demi-heure à concrétiser puis à finalement finir parce que j'étais pas capable d'aller chercher tous les ingrédients. Fallait que je regarde la game, j'étais pas capable de lâcher. Quelle déception! J'ai envie de dire que c'est un échec encore une fois, mais encore plus cette saison parce que plusieurs gros corps arrière n'étaient pas là. La bête noire des Pats, Pat Mahomes, n'était pas là. Lamar Jackson n'était pas là. Joe Burrow n'était pas là. Le champ était complètement libre. Puis moi, j'ai l'impression que si on aurait passé les Broncos, c'était fini. On l'avait. Je pense pas honnêtement qu'on se serait incliné contre les Pats. J'ai un gros doute là-dessus. Puis oui, c'est vrai que les Seahawks de Seattle sont solides, mais j'ai l'impression que les Bills ont tellement causé la surprise tout au long de la saison, même si par moments ça a été difficile. Je pense qu'on aurait été capable de battre les Seahawks, mais honnêtement, de t'incliner contre les Broncos, qu'il faut se le rappeler, ont perdu Bo Nix en fin de 4e quart. C'est Stidham qui était là en prolongation. En fait, non, c'est pas vrai. Bo Nix était là même en prolongation de mémoire. Oui, je pense que ça s'est terminé sur le dernier du match en prolongation. T'as eu 2-3 opportunités en prolongation de terminer le match, puis t'as pas été capable de te rendre. Quand j'ai vu Josh Allen fondre en larmes après le match, je me suis dit, ce gars-là est tellement pas chanceux. Ça fait 2-3 saisons qu'il est en dessous de l'autobus avant même la fin du match. Avant même les débuts de saison, je veux dire, il est placé en dessous de l'autobus. Parvient à amener son équipe quand même en éliminatoire. A des receveurs moyennement bons. On a perdu Stefon Diggs dans les dernières saisons. La défensive est atroce. On parvient à se rendre jusque-là, puis on se fait sortir contre les Broncos. Honnêtement, elle a été rough, celle-là. J'y ai cru jusqu'à la fin. Je savais que même quand c'était quoi, je pense que c'était 20 à 10. Après 2 quarts, je me suis dit, c'est pas fini, on va revenir. C'est Josh Allen, comme de fait, on est revenu, mais on s'est incliné quand même, puis honnêtement, je l'ai trouvé rough, celle-là. Seahawks, Pats, au Super Bowl, quel match pourri. Je suis désolé, là, mais quel match pourri. Oui, je suis bien d'accord avec toi, c'était pas le fun à regarder, le festival des bottées de 3 points. Hey, je me suis forcé à regarder le match. Après 2 quarts, j'ai décroché. C'est pourri. Je swipais mes vidéos sur Facebook, je checkais la game en même temps. C'est tellement pourri. C'était tellement mauvais, Cédric. Puis, à quel point la défensive des Pats a été dégueulasse. À quel point Drake May, excusez-moi l'expression, m'a chié dans la pelle. Drake May, c'était panique 101. À chaque fois qu'un gars s'approchait de la tertiaire, ce gars-là remplissait sa couche. C'est complètement incroyable. La défensive des Pats n'a pas été là. L'offensive n'a pas été là. OK, on a été capable de mettre des points au 4e quart, mais t'as été 3 quarts sans rien faire. Puis de l'autre côté, Sam Darnold, je sais pas s'il s'est trompé de date, s'il était sur le décalage. Mais lui avec, ça a été pourri, là. Honnêtement, je m'excuse, mais ce match-là, quand ton spectacle à mi-temps est meilleur que le match,
ça veut tout dire. Là. Ça a été vraiment pourri. Là. Absolument. Écoute, la défensive a pas fait le travail. Il faut dire que ça avait pas si mal commencé pour la défensive des Patriots. Au niveau de la passe, là, on a quand même limité Sam Darnold. C'est quand les Seahawks ont découvert que Kenneth Walker était capable de passer au travers d'à peu près n'importe quoi et que les Patriots allaient manquer la majorité de leur plaqué, qu'on a couru le ballon pendant tout le reste du match. Niveau offensif, là, oui, je suis d'accord que Drake May n'a pas connu sa meilleure performance, mais il a été saqué 6 fois. Ouais. La ligne offensive s'est fait traverser par la ligne défensive des Seahawks. Aucun temps pour lâcher le ballon. Puis, pauvre gars a échappé le ballon je sais pas combien de fois depuis le début des séries. Donc, c'est clair qu'il allait être un peu nerveux quand il allait voir un gars des Seahawks traverser sa ligne. Donc, plutôt que de lancer une interception ou échapper le ballon, il s'écrase par terre avec le ballon, s'assure de le garder. Mais je suis d'accord avec toi, c'était pas un match enlevant, disons. Il faut dire qu'il y a eu une lueur d'espoir là, quand on a compté un touché en fin de match pour les Patriots. Je me suis dit, un autre arrêt défensif où à la limite, les Patriots les limitent à 3 points, on va peut-être avoir un match. Finalement, ça s'est aucunement concrétisé. Très déçu de la performance des Patriots. Il faut dire que je m'attendais pas non plus à les voir l'emporter, là, honnêtement. Je pense que les Patriots ont été un peu chanceux dans leur parcours éliminatoire, évidemment. Mais à rien à leur enlever, personnellement, je pense que c'est une équipe qui va être solide dans les prochaines années. Je pense qu'évidemment, il faut juste solidifier là, cette ligne à l'attaque-là pour permettre à Drake May d'avoir du temps pour décocher ses passes, parce que sinon, ça va être le festival des sacs à tous les matchs. Bon. Ouais, assurément. Écoute, statistique des carrières, Sam Darnold qui a fini 19 en 38, 202 verges, 1 touché. Kenneth Walker III qui a été le MVP. 27 tentatives de course pour 135 verges. Une machine, c'est Kenneth Walker. Du côté des Pats, Drake May, 27 en 43, 295 verges, 2 touchés, 2 interceptions. On l'a dit, la défensive qui n'a pas fait le travail, c'est 6 sacs du corps aux dépens de Drake May. Ça a été très, très, très difficile. Chapeau aux Pats. Le futur n'est que de bon augure pour les Pats. Je pense qu'il va falloir quelques petites améliorations, notamment, tu l'as dit, la ligne défensive. Tu sais, j'ai parlé de Drake May qui entre guillemets, a chié dans la belle, je m'excuse. Mais la défensive a été probablement... comment je peux dire? C'est ce qui a fait, tant qu'à moi, là, dérailler tout ça, dans le sens où, dès le début du match, Drake May a perdu sa confiance. Déjà que la confiance devait pas être gros parce que tout le monde mettait les Seahawks favoris. Je pense qu'il y a quoi, il doit y avoir 2 ou 3 sacs du quart là, dans le premier quart. Ça a été affreux dès le début de la rencontre. Donc honnêtement, là, plusieurs choses qui n'ont pas été la donne du côté des Pats, mais encore une fois, chapeau. Sam Darnold, quelle histoire quand même quand on se dit qu'il y a 2-3 ans, ce gars-là était quart substitut à Brock Purdy. Avec les Niners, se retrouve gagnant du Super Bowl. Avait l'air un peu dans un autre monde quand les Seahawks sont gagnés. Avait comme l'air pas encore là, complètement conscient qu'il venait de l'emporter. Mais encore une fois, chapeau aux Seahawks de Seattle. Cédric, est-ce que tu vas aller vers le Canadien tout de suite ou on va vers les Jeux Olympiques? C'est toi le boss. Écoute, on va garder le meilleur pour la fin, fait qu'on va aller avec le Canadien tout de suite. On va revenir avec les Olympiques là, qui sont d'actualité présentement. Le Canadien présentement, Cédric, au niveau du classement éliminatoire, est deuxième dans l'Atlantique avec 72 points. On a une fiche de 32 victoires, 17 revers et 8 en temps supplémentaire, différentiel de plus 12. À domicile, présentement, on est 16, 11 et 1 et à l'extérieur, 16, 6 et 7. À nos 10 derniers matchs, on est 6, 3 et 1. Au niveau des statistiques, ce que j'aime bien, là, on me donne pas les stats du côté de RDS, que du plaisir. On va essayer de rafraîchir tout ça. Bon, on me les donne pas, j'irai voir par la suite. Au niveau de la Ligue, le Canadien est 6e actuellement. Les blessés, Patrick Laine et Alex Newhook. Puis là, Patrick Laine, je comprends pas. Puis blessé, là, il est blessé. Ce matin, il est à l'entraînement. Hier, il l'était pas. On essaie-tu de jouer avec le temps, Cédric, selon toi? Une bonne question, honnêtement. Je pense que... Moi, j'ai l'impression qu'il y a juste eu un problème de communication par rapport à ça, parce que je peux pas croire qu'on essaye de jouer avec quoi que ce soit pendant la pause des Olympiques. Là, ça donne vraiment pas grand-chose du côté du Canadien, selon moi. Donc, je pense qu'il y a eu problème de communication à quelque part.
Parce que je peux pas croire que Patrick Laine s'est blessé, qu'on a décidé d'annoncer ça, puis que finalement il était de retour à l'entraînement. De toute façon, des blessures qui arrivent dans ces temps-ci, c'est pas le genre de choses qu'on divulgue selon moi. Là. Je suis même pas sûr que c'est obligatoire aux Jeux de la Ligue nationale, puisqu'on n'est pas on est dans un gel techniquement là, de tout ce qui est activité de la Ligue nationale. Donc, situation bizarre, mais on l'a vu patiner. On a vu, tu as mentionné Alex Newhook aussi qui a patiné avec ses coéquipiers, là, chandail sans contact, si je ne me trompe pas. Mais une bonne nouvelle de le voir sur la patinoire lui aussi. Là, moi qui aurais pu penser là, que sa saison aurait presque pu être terminée. Là, une cheville cassée, c'est quand même pas rien. Ouais. Donc, quand même content de le voir aussitôt de retour sur la patinoire. Le Canadien de Montréal, présentement, a 1,98 million de lousse sur le plafond salarial. Et quand Patrick Laine et Alex Newhook vont revenir, on va avoir assurément un problème. Déjà, Patrick Laine est sur le point de revenir. C'est plus de 8 millions. Donc, déjà, on va dépasser. C'est vrai que je te pose la question. Au retour de la pause olympique, est-ce que Patrick Laine sera encore un membre du Canadien de Montréal ou si, selon toi, il sera transigé comme par hasard? Dans des rumeurs qui circulent, les Kings de Los Angeles, qui avec la perte de Kevin Fiala, pourraient être potentiellement intéressés à un Patrick Laine à rabais, bien évidemment. Moi, j'avais pas vu les Kings de Los Angeles. J'avais vu passer le nom des Hurricanes dans les dernières semaines aussi, qui cherchaient du talent pour marquer des buts. Donc, je pense que les options peut-être commencent à s'ouvrir un petit peu pour le Canadien. Je pense que ce sera pas facile de transiger ce contrat-là. Évidemment, je pense que le Canadien va devoir payer. Cependant, si on prend mon opinion à moi, je ne serais pas contre de donner un choix de première ronde de cette année. Selon moi, du moment que tu fais les séries éliminatoires, tu n'as pas nécessairement besoin de ce choix-là. Quand on regarde la jeunesse du Canadien, je pense que si ça permet aux Canadiens de se libérer de la masse salariale pour faire une autre transaction quelconque ou simplement de se libérer d'un problème, je pense que de toute façon, il va falloir qu'on paye pour échanger ce contrat-là. Donc, est-ce qu'il va être avec le Canadien au retour de la pause olympique? C'est peut-être la question la plus difficile à répondre. J'en ai vraiment aucune idée. Ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. Je pense que c'est tôt le retour de la pause olympique, mais j'ai de la difficulté à voir comment le Canadien peut refaire son alignement là, pour ne pas être par-dessus le cap. Donc, j'ai envie de dire oui pour cette raison-là. J'ai envie de dire non parce que ça va être difficile. Donc, vraiment, franchement, j'essaye toujours, là, quand tu me poses des questions comme ça, d'avoir une réponse, mais là, je ne l'ai pas pour toi. Il est pris au dépourvu. Cédric, voici le top 5 des pointeurs chez le Canadien. Au premier rang, Nick Suzuki avec 18 buts, 47 passes, 65 points. Lane Hudson, 10 buts, 48 passes, 58 points. Cole Caulfield, 32 buts, 25 passes, 57 points. Ivan Demidov, 12 buts, 34 passes, 46 points. Juraj Slafkovský, 21 buts, 24 passes, 45 points. Je regarde l'étendue de ce top 5 et j'ai envie de te demander, puis ça peut être hors top 5, mais jusqu'à présent, après 57 matchs, quelle est ta plus grande surprise chez le Canadien? Je pense que ça va peut-être être une drôle de surprise. Mettons que je reste dans le top 5 là, pour une petite seconde. Lane Hudson, parce que généralement, tu as des recrues qui ont des super bonnes saisons. La deuxième saison, c'est difficile. Les équipes commencent à comprendre comment jouer contre. Puis Lane Hudson n'a pas ralenti, il a accéléré. Donc pour moi, ça c'est, si on part avant le début de la saison, c'est une surprise. Rendu à ce moment-ci de la saison, je peux plus dire que je suis surpris parce que c'est comme ça depuis le début de la saison. C'est pas comme s'il venait de prendre un pic. Là. On s'entend qu'il a été, selon moi, le meilleur défenseur du Canadien depuis le début de la saison. Suite à cela, mettons qu'on sort du top 5, je vais rester dans les défenseurs. J'ai Noah Dobson, de qui on ne parle pas, qui se retrouve présentement à quelque chose comme 35 points, je pense. 38 points, exactement. J'ai vu tantôt qu'il y en avait 38 points. Ouais. Donc, je pense qu'il y en a 32 à 5 contre 5. Donc, c'est quand même énorme pour un gars qui était connu pour être un défenseur d'avantage numérique. Finalement, lui qui joue seulement sur la deuxième vague. Donc, je pense que ma plus grosse surprise niveau offensive, et même honnêtement défensif, je pense que Noah Dobson se débrouille quand même bien depuis le début de la saison. Donc, j'irai avec lui niveau défensif. Puis à l'attaque, je peux pas dire qu'il y a énormément de surprises. Je suppose qu'on peut catégoriser Slafkovský de surprise, mais je pense que sa progression a été assez linéaire jusqu'à date au point qu'on pouvait s'attendre à ce genre de saison-là cette saison. Évidemment, a mieux débuté que les dernières saisons. Donc, ça, c'est assez le fun à voir. Ça va être intéressant de voir si, comme les dernières saisons, il monte d'un cran encore
après la pause, s'il est capable de monter d'un cran encore, j'ai hâte de voir à quoi ça va, ça va ressembler parce qu'il est déjà un des très bons joueurs du Canadien. Donc si tu me dis qu'un des meilleurs joueurs du Canadien monte d'une échelle, ça va avoir l'air de quelque chose d'intéressant. Ouais, Juraj Slafkovský qui nous a habitués dans les 2-3 dernières saisons à avoir un début de calendrier difficile, une première moitié de calendrier difficile, puis une deuxième moitié plus fort. Cette saison a commencé le mois d'octobre en se cherchant un petit peu. On l'a jonglé un peu, premier trio, deuxième, premier, deuxième. On l'a envoyé avec Demidov et Kapanen. Et là, ça a été la résurrection. Là. Slafkovský est devenu le gars de la deuxième moitié de saison dès le mois de novembre. Depuis ce temps, n'a pas arrêté la cadence. C'est 45 points plus 8. Autant il est devenu une machine offensive, autant il est devenu une machine à distribuer des mises en échec. Une machine à mettre de l'échec avant, une machine le long des rampes, distribue la rondelle. Je sais pas si pour lui, le fait de se retrouver avec deux jeunes, ça fait en sorte qu'il se retrouve comme à être la pierre angulaire de ce trio-là. Mais assurément, si on regarde Slafkovský des 57 premiers matchs, le Slafkovský des Jeux olympiques présentement, la suite des choses me laisse croire que Slafkovský ne ralentira pas. Il est sur une cadence et sur une constante plus qu'impressionnante, et honnêtement, j'ai hâte de voir la suite des choses. Mais si ce gars-là est capable de garder cette constance-là jusqu'à la fin du calendrier et d'amener ce jeu-là en séries éliminatoires, je peux vous dire une chose. À la shape qu'a Juraj Slafkovský, s'il frappe comme ça en play-off, le Canadien va être beaucoup moins intimidé que lors de la ronde de l'an passé contre les Capitals de Washington. Lane Hutson est assurément une surprise, et moi, ce qui me surprend dans tout ça, c'est bon. On l'a ignoré avec Team USA. Là, supposément qu'on l'ignore pour le trophée Norris, parce qu'on voit Cal McCarr. Tout le monde voit Cal McCarr dans leur soupe. Tout le monde voit Zach Werenski à Columbus dans leur soupe. C'est vrai que je te pose une autre question qui arrive d'un trait. Si Lane Hutson poursuit sur cette cadence, est-ce qu'on doit le considérer comme un potentiel gagnant du trophée Norris? Je pense pas qu'il va être gagnant cette saison, mais je serais surpris qu'il n'y ait pas de vote de trophée Norris. Pour moi, si on y va avec la tendance, là, comment les voteurs votent pour les trophées, c'est souvent basé sur la réputation. Donc, c'est certain que des gars comme Quinn Hughes, des gars comme Zach Werenski et des gars comme Cal McCarr vont probablement composer le top 3 encore cette saison. Après ça, Lane Hutson, selon moi, là, présentement cette saison, pourrait certainement finir top 5 en vote pour le trophée Norris. J'ai toujours un gars comme Rasmus Dahlin en tête qui, lui aussi, va finir par s'en mériter un trophée Norris, qui est un peu un défenseur oublié parce qu'il joue avec Buffalo, mais là, avec une grosse saison des Sabres, pourrait revirer ça de côté. Donc, pour moi, si je devais voter pour le trophée Norris, je donnerais certainement un vote à Lane Hutson. Première place, deuxième place, troisième, quatrième, cinquième, je pourrais pas te dire ça là, en ce moment à ce niveau-ci de la saison. Mais je suis pas mal sûr qu'on va le voir là, au minimum dans le top 10. Si je devais donner une prédiction, je dirais 7e, disons, pour le trophée Norris cette saison. Juste parce que, comme j'ai mentionné, là, c'est souvent basé par sa réputation des dernières saisons, comme il en est seulement à sa deuxième saison. Je pense que certains vont être déçus de voir sa position dans les votes, mais pour moi, si on le voit déjà être dans le top 10 pour le trophée Norris, ça va être quelque chose de très intéressant. Plusieurs personnes qui nous regardent présentement sur notre live via Facebook. Donc, on salue Back on Road, la légende, Danick Boudreau, David Bouvier-Tremblay, Maxime Rochelot, Jean-Pierre Quesnel. Vous êtes tous salués. Et on vous le rappelle, mesdames, messieurs, si vous avez besoin d'un regain d'énergie pendant votre journée de travail, pendant votre sport, au gym, peu importe, la boisson officielle de l'échec avant, c'est Spark Energy Drink. Donc, allez vous chercher ça, Shop Santé, IGA. On en a avec caféine, on en a sans caféine, une dose d'électrolytes. Et pour les amateurs de sans sucre, eh bien, c'est des boissons 100% sans sucre. Ça fait beaucoup de 100% dans la même phrase, mais c'est 100% sans sucre. Donc, Spark Energy, c'est la boisson de votre échec avant. Cédric, avant d'éclairer le sujet du Canadien de Montréal,
on va s'arrêter sur les gardiens de but. Bon, on a renvoyé Jacob Fowler en bas, qui est en train de détruire la Ligue américaine. Ce gars-là poursuit sa progression. C'est ce qu'on voulait. Je suis content qu'on l'ait renvoyé en bas pour son développement. On peut pas le faire gauler une fois aux 10 jours. C'était pas la chose à faire. Sam Montembeault semble avoir retrouvé peu à peu ses repères, même si on lui a pas donné beaucoup de départs dans les 10 derniers. Es-tu satisfait jusqu'à présent de ce que les gardiens donnent aux Canadiens de Montréal? Surtout Jacob Dobèche, qui est pas le plus élégant, on va se le dire. Là. C'est difficile par moment, mais parvient à faire les arrêts, parvient à gagner des matchs. On a Marco Marciano qui est maintenant en haut. On a congédié Éric Raymond. Tu te situes où dans tout ça, toi, au niveau là, des gardiens de but présentement? Je vais dire que dans les derniers matchs, je suis certainement satisfait. Les derniers matchs avant la pause olympique, la Coupe de Bêche nous a donné du bon hockey. Comme tu as dit, Montembeault semblait retrouver ses repères. On a donné plusieurs départs consécutifs à Dobèche. Je pense qu'on a choisi notre numéro 1 pour le restant de la saison. Puis le problème qu'on avait avec Dobèche au début de la saison, c'est que, puis c'était ça aussi là, la saison passée, c'est que c'est un gardien qui n'était pas capable d'enchaîner des performances incroyables. Après 2 bons matchs, là, si tu lui donnais un 3e départ, là, même le 2e n'était pas du tout au même niveau que le premier. On était correct, capable de gagner sur les fesses, disons, si tu me permets l'expression. Puis rendu le 3e match, là, c'était atroce, puis ça n'avait plus de sens. Là, le problème avec lequel on s'est retrouvé, c'est que pendant ce temps-là, Montembeault non plus n'était pas capable d'en coller 2. Donc là, t'alternais entre les gardiens, ils ne goalent pas assez, ça va pas bien. Là, dans les dernières semaines, Dobèche s'est trouvé une façon, écoute, je sais pas si c'est le changement d'entraîneur de gardien de but, ça se peut. Il a enchaîné des super bons départs, puis quand c'est pas lui qui gardait le filet, Montembeault a fait le travail comme... J'aurais aimé dire que Montembeault était encore le numéro 1 du Canadien cette saison, mais je pense qu'en ce moment, Montembeault fait le travail exact que tu as besoin pour un gardien numéro 2, en tout cas dans les dernières semaines avant la pause olympique. Donc je pense que pour l'instant, on n'a pas de changement à faire à ce niveau-là. Ça va être intéressant de voir si les 2 gardiens sont capables de poursuivre sur cette lancée-là pour le restant de la saison. Mais je peux dire là, avec certitude que dans les 2 dernières semaines, disons, avant les Olympiques, Dobèche a fait amplement le travail qu'on lui a demandé, puis Montembeault a bouché les trous qu'il avait besoin de boucher comme étant le 2e gardien dans cette période-là. Donc oui, là, dans les dernières semaines, je suis amplement satisfait de leur travail. Jacob Dobèche qui présentement, après 26 départs, a remporté 18 victoires, 5 défaites. A eu 4 défaites en période de surtemps. C'est quand même impressionnant. 18 victoires en 26 départs. C'est 27 au total, mais là-dedans, il y a Montembeault qui est venu en relève une fois. 2,96 de moyenne de but alloué, 892 d'efficacité, ce qui est quand même pas mauvais. On est près du 900, on n'est pas loin. Du côté de Montembeault, en 21 parties, c'est 10 victoires, 8 défaites et 2 en sortant. 3,34 de moyenne de but alloué, 875 d'efficacité. C'est encore difficile à ce niveau-là, mais je suis confiant que dans un rôle de 2e gardien, ou dans un rôle où il va avoir moins de départs consécutifs, sera en mesure de retrouver ses moyens. Et je pense qu'avec un gars comme Marco Marciano, qui, de ce qu'on entend, est tout un coach des gardiens de but, un peu comme on entendait d'Éric Raymond à son arrivée ou avec Stephen White dans le passé, je pense qu'un vent de renouveau, ça peut juste être bénéfique pour la suite, puis on le voit déjà dans les performances, par exemple, de Jacob Fowler. Pas de Jacob Fowler, pardon, mais de Jakub Dobèche. J'ai mentionné Fowler, mais Fowler, tu sais, qui était avec Marciano, poursuit sur sa lancée en bas dans la AHL. Donc, pour moi, là, tu sais, ça nous en dit long sur l'effet Marciano sur les gardiens jusqu'à présent. Le Canadien, pour ses prochains matchs, j'ai fermé ma page, je vais la réouvrir, à son retour donc de la pause des Olympiques, seront de retour le 26 février contre les Islanders de New York au Centre Bell, vont recevoir par la suite les Capitals de Washington. Ben bon, on sera de retour en ondes d'ici là, je l'espère, pour vous parler des prochains matchs du Canadien de Montréal. Cédric, cet après-midi, l'équipe canadienne féminine s'est inclinée 2-1 en prolongation pour le match qui envoyait le gagnant à la médaille d'or. Défaite crève-cœur, Marie-Philippe Poulain qui n'a pas voulu
élaborer le sujet de va-t-elle être de retour dans 4 ans? Je pense qu'on va y aller une année à la fois. Anne-Renée Desbiens qui a été sensationnelle, repoussant 31 tirs tout de même. Je sais pas si t'as regardé les performances de l'équipe féminine, mais comment as-tu trouvé leur performance malgré tout? Est-ce que pour toi c'est un échec? On constate que dans les dernières performances internationales, les Canadiennes ont beaucoup de difficultés contre l'équipe USA féminin. Est-ce que pour toi, qu'est-ce qui peut causer peut-être ce problème-là? C'est facile, selon moi, c'est le renouveau de talent. C'est quand tu regardes l'âge là, de l'équipe américaine, je pense qu'il y avait quelque chose comme, j'ai vu tantôt, c'était 6 ou 8 recrues, je pense, des États-Unis qui n'avaient jamais joué aux Olympiques. Puis, écoute, juste l'âge moyen de l'équipe, quand tu regardes Team Canada contre Team USA, ça a juste presque pas de sens. Honnêtement, les États-Unis sont tellement jeunes, tellement plus rapides. Puis quand on a regardé, là, tu me demandes si c'était un échec. Je pense pas que c'était un échec, honnêtement, parce que quand tu regardes ça, du début du tournoi, les Canadiens ont eu quelques difficultés. Les États-Unis, c'était haut la main tout le tournoi jusqu'à la finale. Je pense que les Canadiens ont quand même bien fait, somme toute, là, en voyant là, les chances qu'on leur donnait face aux États-Unis dans cette finale-là. Donc, je pense pas que c'est un échec. C'est certain que je suis déçu parce que c'est probablement les derniers Jeux olympiques pour Marie-Philippe Poulin. Tu l'as dit, elle n'a pas voulu élaborer, mais on va s'entendre qu'elle va avoir quand même 38 ans là, aux prochains Jeux olympiques. Donc, ça va commencer à être un peu difficile de suivre. Je sais bien qu'on a un Sidney Crosby là, qui suit encore à 36 ans du côté des hommes, mais ça va être à voir. Mais je pense que la meilleure équipe a gagné, bien honnêtement. Il n'est pas question ici de coup de chance du côté des Américaines. C'est une équipe mieux bâtie, selon moi. Je pense qu'on a besoin d'une ère de renouveau du côté de l'équipe féminine du Canada. On a besoin d'aller chercher des jeunes joueuses et de peut-être laisser un peu les joueuses plus âgées aller tranquillement pour se renouveler, aller chercher plus de vitesse, plus de talent peu qu'on a présentement. Du côté des hommes, maintenant, revenons un peu sur le classement là, par division. La division du Canada, le Canada qui a fini au premier rang avec 4 victoires en fait. La Suisse derrière à 1-1-1-1. La Tchéquie qui a terminé à 2-1-2 et la France qui a terminé avec 4 défaites. Du côté de la division avec la Suède, la Slovaquie, la Finlande et l'Italie, la Suède qui a fini au premier rang. 1 point devant la Slovaquie, la Finlande qui a terminé derrière la Slovaquie, mais avec le même nombre de points, et l'Italie qui a terminé au dernier rang. Les États-Unis ont fini premier de leur classement. L'Allemagne qui a suivi deuxième, la Lettonie et le Danemark. Cédric, hier, on avait les matchs de quart de finale. La Slovaquie qui a déclassé l'Allemagne 6-2. Le Canada, on va y revenir, l'emporter 4-3 sur la Tchéquie. La Finlande 3-2 sur la Suisse en prolongation avec le héros national Artturi Lehkonen, l'homme des grandes occasions. Et les États-Unis ont eu chaud contre la Suède, l'emportant 2-1 en prolongation. 3 matchs qui ont fini en prolongation sur 4. Je veux qu'on revienne sur le match entre la Tchéquie et le Canada. Ce qui a retenu l'attention, c'est une séquence bien particulière. Alors que les Tchèques inscrivaient leur deuxième but, troisième but de la rencontre de mémoire, on avait 6 patineurs en territoire défensif. Offensif de mémoire, pardon. Je peux même en rajouter là-dessus. Là, si tu recherches, tu peux tomber sur une photo là, de ce moment-là où on peut compter 8 joueurs sur la glace de la Tchéquie quand la Tchéquie est en possession de la rondelle dans la zone du Canada pour compter le but. Ouais. Donc, absolument... Parce que dans le fond, de pas avoir vu ça du côté des arbitres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on avait initialement 3 joueurs qui s'en allaient dans la zone adverse. Il y en a 2, en fait, il y en avait 4 qui s'en allaient dans la zone adverse. Il y en a 2 qui ont embarqué sur la glace parce que les 2 défenseurs s'en venaient. Mais les 2 défenseurs étaient encore à la hauteur du centre de la glace. Donc, on a vraiment embarqué très, très tôt. On s'est retrouvé à 8 patineurs, 6 en zone adverse. Et quand il y a eu le but de la Tchéquie, les 6 joueurs ont célébré ensemble. Je ne peux pas comprendre comment, tu sais, on parle de l'arbitrage de la Ligue nationale de hockey qui est affreuse.
quand on parle de quelque chose qui chie dans la pelle, l'arbitrage de la Ligue nationale, depuis le début de la saison, c'est même plus une pelle, là. Écoute, le trou est bien plus gros qu'une pelle, là. À l'international, c'est supposé être les meilleurs arbitres qui sont là. Comment tu peux laisser passer une telle chose? Puis ce qui a retenu l'attention, c'est qu'après le match, le coach de la Tchéquie ose dire « Je ne comprends pas à quel point on n'est pas capable de servir contre le Canada. » Mon homme, t'avais 8 patineurs sur la glace. T'en avais 6 quand t'as scoré. Puis tu oses aller dire qu'on n'est pas capable d'appeler de pénalité contre le Canada. Salut! Ton tournoi est terminé, tu peux t'en aller chez vous, pack tes affaires, puis je finirai pas la suite des choses parce qu'il y a un mot qui me passe à travers la tête, mais je le dirai pas. Quand t'entends des propos comme ça, c'est juste du n'importe quoi entre toi et moi, là. Ben certainement, puis moi, je vais pousser ça encore plus, là, quand, mettons que tu te mets dans ses souliers, là, au coach qui dit ça, là, ça veut dire que lui, dans sa tête, les arbitres protègent les joueurs du Canada. C'est terrible. Puis mettons que tu es un arbitre, là, qui veut protéger les joueurs du Canada, c'est qui le joueur que tu protèges le plus, disons? Probablement Sidney Crosby, qui s'est fait open ice par Radko Gudas, pas de rondelle, qui s'est probablement fait défoncer le genou par cette mise en échec-là, pas de punition. Il y a eu des calls. Il s'est fait frapper à 3 reprises par Goudas. Ouais, puis la première pénalité du match, si je me souviens bien, Celebrini course pour la rondelle. Le joueur de la Tchéquie le tient par le chandail. Celebrini met son bras après. On siffle pour un dégagement refusé. Finalement, non, Celebrini a une punition. On l'envoie au banc. Les Tchèques comptent sur l'avantage numérique. Écoute, je peux pas croire qu'on a regardé le même match. Puis ce gars-là était derrière le banc de la Tchéquie tout le long de la partie. Moi, écoute, pour être bien honnête avec vous, j'étais à l'école puis je regardais sur le coin de mon écran d'ordi pendant mon cours. Donc, moi, j'ai été capable de tout voir ça, puis le coach qui était derrière le banc n'a pas été capable de voir ça. C'est quelque chose qui me dépasse complètement. Je peux même pas croire. Premièrement, tu viens de perdre ton tournoi olympique. La dernière chose qui me passerait par la tête, ce serait de chialer sur tout ce qui peut. Il me semble que tu félicites tes joueurs, tu dis que tu es fier de où est-ce qu'ils sont rendus. Ils ont tenu tête au Canada. Hey, tu as poussé la game contre le Canada en prolongation, en quart de finale olympique. Puis tu parles des arbitres, je trouve ça vraiment dommage dans cette situation là, pour l'entraîneur de la Tchéquie. Je trouve qu'il a fait un fou de lui-même. Puis écoute, je pense qu'il y a eu la réaction qu'il méritait sur les réseaux sociaux là, dans les derniers jours. Ouais, la Tchéquie qui est à 4 minutes de semer l'hystérie au Canada. Mais Nick Suzuki est allé d'une déviation, ma foi, incroyable. Je croyais qu'il était à stick. Quand j'ai vu la hauteur du bâton, je me suis fermé 2 yeux. Finalement, le but était alloué. Quelle déviation de Nick Suzuki qui a pris le lead des mises en jeu importantes à la suite de la blessure de Crosby. Les Canadiens qui se sont dit, suite à la blessure de Crosby, on va gagner ça pour lui. On parle de Crosby, 3 mises en échec de Radko Gudas. La 3e, sur le bord de la rampe, on le voit se revire, le genou qui lâche, entre guillemets. C'est là où on s'est dit, assurément, il ne sera pas là vendredi. Je sais pas s'il serait là dimanche. J'ai hâte de voir, mais je serais pas je serais pas surpris qu'on annonce que son tournoi est terminé, là. Écoute, on a eu des propos de John Cooper là, aujourd'hui qui disait que c'était pas officiellement terminé. J'ai vu passer tantôt comme quoi Crosby lui-même là, allait patiner demain matin pour voir comment il se sent par rapport à son genou. Finalement, là, je pense qu'il n'y a pas de secret nulle part que le problème, ça semble être son genou. Donc, qu'il allait prendre quelques coups de patin là, à l'entraînement demain matin pour voir comment ça se passe. Donc, peut-être une chance pour un retour demain. Écoute, moi, si j'étais Sidney Crosby, je pense que le Canada est quand même capable de passer la Finlande en demi-finale sans Sidney Crosby, voyant le roster qu'on a. Donc, mais il faut pas non plus se faire de faux espoirs, puis finalement que Crosby, c'est clair que c'est comme ça que ça mijote dans sa tête. Là. Il veut pas se dire ils sont capables de les passer, puis je vais les rejoindre en finale pour que finalement le Canada soit défait face à la Finlande, puis que Crosby ait perdu sa chance de jouer son dernier match olympique. Donc ça va être intéressant de voir la décision qui est prise. Mais je pense, de ce que je comprends, que la décision va revenir à Sidney Crosby, puis je pense que
c'est la bonne chose à faire. Là. Je pense que c'est lui qui devrait prendre cette décision-là. Ça va être intéressant de suivre la donne. S'il y a quelqu'un qui doit être sa panique présentement, c'est Carl Dubas, directeur général des Penguins de Pittsburgh, qui, sachant que les Penguins se battent encore pour une place en série, même si on est, j'ai envie de dire loin, mais pas loin en même temps, vu la position actuelle du classement dans l'Est, lui doit être stressé, pas rien qu'à peu près. On l'a dit, le Canada a créé l'égalité sur toute une déviation de Nick Suzuki. Fin de troisième période, un échappé, je crois que c'est Martin Necas, je suis pas complètement sûr. Jordan Binnington, l'homme des grandes occasions, qui a fermé la porte sur cet échappé. La prolongation qui débute à la suite d'une longue présence de Connor McDavid et Nathan MacKinnon. Encore une fois, le joueur tchèque se retrouve seul face à Binnington qui ferme la porte. S'ensuit une contre-attaque et Mitch, la légende Marner, qui il va d'une montée époustouflante, se moque des deux défenseurs, un tir du revers parfait. Partie supérieure qui bat le jeune gardien Lucas Dostal qui a connu un match phénoménal. Mitch Marner, 3e but en prolongation avec l'équipe Canada depuis ses débuts avec Team Canada. L'homme des grandes occasions, Marner, Binnington. Si Binnington est pas là dans ce match-là, je sais pas si le Canada passe honnêtement. Malgré le fait qu'on a Logan Thompson, je veux dire, c'est quand même fou quand tu dis que actuellement, t'as l'un des pires gardiens de la Ligue nationale de hockey, mais c'est le gars qui est en train de diriger le Canada vers a dirigé le Canada vers les demi-finales, puis potentiellement une finale de la médaille d'or. À quel point c'est une histoire complètement folle. Puis j'ai envie de te poser une autre question qui me vient sur le fly. C'est fou à soir, là. Ça vient, là. Tu es le directeur général des Blues de Saint-Louis et tu vois la performance de Jordan Binnington. Tu dis qu'assurément la valeur de Binnington actuellement est à son plus haut. Sachant que tu ne feras pas les séries éliminatoires, est-ce qu'au retour olympique, c'est le moment d'échanger Jordan Binnington si tu veux aller chercher le plus haut de sa valeur du côté des Blues? Parce que là, on parle beaucoup des rumeurs Jordan Kyrou, Robert Thomas, Colton Parayko. Mais une équipe comme par exemple les Oilers d'Edmonton ou le Canadien de Montréal, je lance ça comme ça, une équipe qui a besoin d'un gardien numéro 1 présentement, est-ce qu'au retour olympique, si tu es Doug Armstrong, tu y vas all-in puis tu l'échanges? C'est toujours dépendamment de l'offre que tu vas recevoir, mais je te rejoins où sa valeur est probablement à son pic en ce moment. Là. C'est sûr que quand tu reviens de la pause olympique, tout le monde va... N'importe quelle équipe qui a besoin d'un gardien de but va se tourner vers lui. Mais c'est pas la première fois qu'il le prouve. Là, on l'a vu l'année passée là, aux 4 Nations. C'est encore là, contre les États-Unis, en finale, s'est levé, a volé la vedette, remporté le match. Puis, quand les Blues ont remporté la Coupe Stanley là, en 2019, c'était lui qui était là. Puis, écoute, c'est un gars qui se lève dans les gros moments. C'est pas un gardien de saison régulière, malheureusement, on dirait. Mais quand on arrive en série, quand on arrive dans des matchs importants, même l'année passée, là, on a failli passer les Jets de Winnipeg qui avaient gagné le trophée des présidents en première ronde. Binnington avait une super belle série, là encore. Donc, ça va être intéressant de voir. Est-ce que s'il fallait que je mise, mettons, s'il allait être échangé, je dirais que non. Mais s'il y a un moment pour l'échanger, je suis d'accord avec toi que ça serait bien en revenant des Olympiques. Donc, on vous le rappelle, la Slovaquie l'a emporté 6-2 sur l'Allemagne. Le Canada, avec le but de Mitch Marner en prolongation, qui ont battu la Tchéquie par la marque de 4-3. Hashtag Matthews, hashtag Nylander, les Leafs qui ont préféré ces deux gars-là. C'était ma petite flèche en direction des Leafs. Je peux pas croire que cette organisation-là a préféré ces deux gars-là. La Finlande qui l'a emporté 3-2 grâce à Artturi Lekonen en prolongation sur la Suisse qui met 2-0 jusqu'en troisième période. Les Suédois, quel impressionnant parcours de la Suisse. Honnêtement, là, j'ai vraiment été impressionné par la Suisse.
Les États-Unis qui ont eu chaud contre les Suédois ont l'emporté 2-1 en prolongation. Et voici les matchs de demi-finale. Le Canada va affronter la Finlande demain à compter de 10h40, heure de l'Est. Et à 15h10, les États-Unis qui vont affronter la Slovaquie. Cédric, quelles sont tes prédictions pour ces deux rencontres? Je pense qu'on va avoir le droit à une autre finale Canada-États-Unis. Je penserais niveau pointage, Canada 4-2 contre la Finlande. Puis j'ai l'impression que la Slovaquie vont donner un match serré aux États-Unis. Je vais dire 5-4. Je pense qu'on va avoir le droit à une autre grosse performance de Slafkovský. Oh, que je rêverais de voir Juraj Slafkovský sortir Austin Matthews et ses Américains. Mais je ne pense pas que c'est ça qui va arriver malheureusement. Mais je vais me pencher 5-4 pour les Américains. Un match serré quand même de ce côté-là. Le Canada va l'emporter contre la Finlande. Je suis d'accord. J'ai envie de dire que la Slovaquie va causer la surprise. Moi. J'haïs tellement les États-Unis. Oui, j'aimerais ça revoir Canada, États-Unis encore. On l'a vu l'an passé. Ça a parti avec 8 dégelés au début de la game. Les deux équipes vous laissent bouffer. Je m'en rappelle encore, mon plus jeune bouffait son champignon dans sa petite chaise, puis on dirait qu'il était allumé. Tout le monde était en train de se dévisser à la tête. La Slovaquie va causer la surprise contre les États-Unis. Un 3-2 en prolongation des Slovaques. Puis on va avoir une finale Canada-Slovaquie. Puis là, ben, ça va être une dégelée. Le Canada qui va l'emporter au niveau de la médaille d'or. Puis même si les États-Unis passent, je pense que le Canada va l'emporter. Ben, je ne crois pas aux États-Unis. Moi, je pense que c'est un feu de paille. Jeremy Swayman est mauvais. La défensive des États-Unis... J'ai de la misère. Moi, j'ai vraiment de la misère avec la défensive des États-Unis. Oui, on a Quinn Hughes. Mais sinon, là, je regarde ça, là, puis honnêtement, je sais pas. Il y a quelque chose qui me dit que les États-Unis, on a rushé contre la Suède. Je pense que, selon moi, la Slovaquie est peut-être, dans ce tournoi-là, légèrement au-dessus des Suédois. Je sais pas si t'es d'accord, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que la Slovaquie a donné du plus gros hockey depuis le début du tournoi que la Suède qui n'a pas eu de victoire tant convaincante que ça, à part contre la Lettonie. Mais est-ce qu'on peut vraiment se fier sur un match contre les Lettons pour dicter l'allure et la prestance d'une équipe? Je ne crois pas. Donc, de mon côté, je pense que la Slovaquie pourrait et va causer la surprise. Je ne serais pas étonné de me tromper, mais bon, autant rêver. On va pousser ce rêve-là à une potentielle réalité. Donc, voilà, demain 10h40, Canada-Finlande et 15h10, États-Unis-Slovaquie. Ça veut donc dire que dans les alentours de 19h, 19h30, heure de l'Est, là, peut-être même 18h avant, là, on devrait savoir quelle sera la finale olympique masculin de ces Jeux olympiques de Milan 2026. Ce soir, mesdames, messieurs, 3 sujets étaient à l'ordre de la soirée de 20h à 20h15. Nous vous avons parlé de ce match du Super Bowl entre les Seahawks et les Pats, une victoire de Sam Darnold et des Seahawks. Et nous avons terminé dans ce dernier 45 minutes où on a parlé du Canadien de Montréal et des Jeux actuels olympiques qui se tiennent à Milano, en Italie. Le Canada qui l'a emporté hier contre la Tchéquie au pointage de 4-3 dans une victoire signée Mitch Marner et Jordan Bennington. Cédric, merci encore d'avoir été là. Merci à toi. Mesdames, messieurs, on se dit sur ce, à la semaine prochaine pour un autre épisode de votre échec avant avec une médaille d'or du Canada, quoi de mieux, et le retour éventuel des activités dans la Ligue nationale de hockey. En mon nom et celui de toute l'équipe du podcast Échec avant, on vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et un très bon week-end. À la semaine prochaine. Allez, salut, ciao. C'est l'échec d'avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant brillant intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous.
questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport d'hier.